Bonjour à tous, me revoilà après quelques semaines d'absence. Je vais vous parler de mes tricots terminés, de mes en cours, dont un test, et aussi des laines que j'ai pu rapporter d'un festival auquel j'ai eu la chance d'aller, qui était le festival Entre deux laines du côté de Bordeaux à Portès. Voilà, je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits. Et puis c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Donc moi j'ai une petite présentation ultra rapide, je suis Lila et j'habite en Loire-Atlantique et je suis une tricoteuse depuis quelques années, on va dire une tricoteuse assez intensive, de manière intensive, importante. Depuis environ 7-8 ans, 10 ans, je sais plus exactement, enfin bon, bref. Et je suis celle qui anime la chaîne La Maille qui murmurait à mon oreille. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer... Ah oui, petit aparté, j'ai changé de lunettes, comme vous pouvez le constater. Donc peut-être que certaines vont se dire, oh là là, nouveau look, des lunettes plus imposantes, plus rigolotes aussi, et qui ont la chance, à vrai dire, parce que pour celles qui sont un peu miro comme moi, quand on habite dans une région qui a une forte luminosité, parce que je suis au bord de la mer, donc on a souvent une forte luminosité, même par temps gris, on est tout le temps un peu comme ça. Et avoir une paire de lunettes de soleil, une paire de lunettes de vue, c'est très très pénible. Donc, je me suis dit, faisons-nous faire une paire de lunettes qui fonce avec la lumière et qui s'éclaircit quand ça s'assombrit. Et ben, c'est ultra confortable. Donc voilà, je les ai pas depuis longtemps, donc il faut encore que je m'y habitue un petit peu. Mais écoutez, c'est somme toute très agréable de pas avoir cherché sa paire de lunettes de soleil toutes les 30 secondes, notamment quand on conduit. Voilà, vous saurez tout sur mes nouvelles lunettes. D'ailleurs, si c'est pour me dire un truc pas sympa dans les commentaires, épargnez-vous, hein, c'est pas la peine, voilà. Si vous me dites un truc sympa, je veux bien, mais un truc pas sympa, non, c'est pas hyper utile. On n'est pas là pour ça, on n'est pas dans une époque où en plus de ça, on a envie de s'en prendre plein la poire. Je pense que voilà, on a notre lot de trucs à gérer, donc évitons les trucs pas cool. Mais il n'y a pas de raison, a priori, ici ça n'est que bienveillance et gentillesse, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais commencer par l'objet terminé que je porte, qui est le gilet Eva de... Oui, j'étais là, pourquoi? Eva Cardigan de Petite Knit, qui est un gilet que j'ai tricoté avec des laines que ma chère Annick m'avait offert. C'est de la Rowan, je lis mes notes, hein. C'est de la Rowan pure laine, mais il me semble qu'elle est arrêtée, donc vous ne trouverez plus exactement la même qualité. Et cette laine, je l'avais doublée avec la laine de chez Rico Design, qui est la Superkin Mohair. Et ce que j'aimais bien dans cette Superkin Mohair là, dans ce mohair noir, c'est que malgré le fait qu'il y ait quelques poils un peu plus clairs, globalement, vous voyez là, on a des petites fibres quasiment gris, voire parfois un peu blanches, mais très peu. Globalement, on a un gilet qui est bien noir. Et c'est ce que je recherchais, ce qui n'est pas toujours évident à trouver dans le mohair, notamment celui de Drops, qui est imbattable niveau rapport qualité-prix. Mais leur noir n'est pas noir. Et moi, je voulais un noir assez profond. Donc voilà, pour que ça aille avec tout. Donc je ne vous cache pas que depuis que je l'ai terminé, je le porte absolument tout le temps. Parce qu'il est super pratique. Il va avec tout. Il est chaud. Le design est intemporel, je trouve. Enfin, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu. Donc, il n'y a pas, à part le début, oui, il n'est pas compliqué à faire. En fait, on commence par monter des mailles de l'encolure, on fait des augmentations et ensuite on vient relever des mailles pour faire cette ligne d'épaule là, avec des augmentations de chaque côté. Donc, voilà, on a, là vous voyez par transparence, donc je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et vous avez évidemment la même chose de l'autre côté.
Et donc il y a toute une partie où il y a un jeu d'augmentation entre ce que vous voyez qui va dessiner les épaules, la manche, le devant, puisque c'est une encolure V. Est-ce qu'on va pouvoir voir un peu correctement? Pas vraiment. C'est difficile à montrer quand on est d'aussi près. Vous voyez, on devine les petites fibres un peu plus claires, mais franchement, c'est très éparse, donc ça va. Ouais, vous voyez. Donc une fois qu'on a fini le jeu d'augmentation pour former les manches, l'encolure, les épaules, etc., on tricote en aller-retour, enfin on met des mailles en attente pour les manches, on tricote en aller-retour, ensuite on vient reprendre ces mailles en attente, en rajouter pour il me semble, dessous de bras, et on tricote la manche, voilà, toute simple. Ce que j'ai bien aimé dans ce modèle aussi, c'est qu'il y a des très larges bandes de côte, et je trouve que ça lui donne un côté hyper moderne. Donc on a ces bandes côte là comme ça, on a évidemment une très large bande côte également en bas. Et ensuite, ce qui paraît un peu le plus fastidieux parce qu'on a l'impression d'avoir fini, alors ça se tricote en numéro 4. Les côtes se font en 3,5. Et donc, une fois qu'on a terminé tout le tricot on vient relever les mailles. Donc, elle nous explique combien on relevait pour le devant, l'encolure, etc. Et on vient refaire une bande de côte. Et d'un côté, on tricote aussi en même temps les boutonnières qui viennent s'incorporer, enfin se faire en même temps que la bande côte. Voilà. Donc, on a des petits repères à mettre. Enfin, c'est très bien expliqué. Moi, je trouve encore une fois, je vous le dis souvent, que Petite Knit, pour moi, c'est super simple en termes de construction, d'instruction et de construction, ça dépend, mais d'instruction. Je trouve qu'elle va relativement droit au but. Alors, je précise aussi que moi, je tricote tous les modèles de Petite Knit en anglais. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre la version française et la version anglaise. Peut-être que les traductions en français sont un petit peu plus verbeuses, on va dire. Je ne sais pas, mais je crois pas. En tout cas, en anglais, moi, je trouve ça assez simple. Et de toute façon, quand on a un doute sur quelque chose, sur un point, sur une méthode, à chaque fois, elle met sur son site de Petite Knit, il y a un onglet vidéo. N'hésitez pas à aller voir parce que pour chaque technique, elle met une vidéo qui ne sont pas en anglais ni en français, mais on peut activer les sous-titres parce que je crois qu'elle est danoise, mais danoise ou norvégienne, je ne sais jamais, mais je crois qu'elle est danoise. Donc, on peut activer les sous-titres en même temps et puis de toute façon, pour voir ce que font les mains, on n'a pas vraiment besoin d'entendre ni de comprendre ce qu'elle raconte. Et je trouve que ça aide bien, ça éclaire bien en tout cas. Donc, j'ai jamais eu de problème particulier. Voilà. Et donc, je trouve que le dessin est simple, mais tombe super bien. J'ai pas encore mis de boutons. Parce que jusqu'alors, je n'en avais pas franchement trouvé Enfin, moi, je suis pas une dingue de boutons. J'avoue que c'est pas le truc qui m'éclate à aller dénicher. Je me dis pas, chouette, je vais trouver des boutons, dis donc. Ça va m'éclater. Pourquoi il se met pas bien ce col? Et je trouve que bien souvent, à part quelques boutons, on va dire peut-être de créatrice, je trouve que le rapport qualité-prix, enfin, je trouve ça hyper cher les boutons. On en a parfois plus cher de boutons que d'une pelote de laine, voire ouais, facile. Et en l'occurrence pour des boutons noirs, bref, j'ai pas trouvé ce que je cherchais jusqu'à hier. Alors je n'ai pas vérifié si ça pouvait correspondre, mais hier je suis allée à la ressourcerie à côté de chez moi et j'ai trouvé un petit lot de boutons noirs, tout simple. Moi, franchement. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est pas ce qu'on leur demande. Et j'ai payé ça 10 centimes le bouton, donc il y en a 7. Voilà, vous faites le calcul. Je me suis pas ruinée.
Et alors, j'ai pas regardé si le diamètre pouvait coller, mais enfin, vite fait, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Donc voilà, et à l'avenir, si j'ai des boutons un peu simples comme ça à trouver, eh bien, je me tournerai vers ressourcerie, recyclerie, tous ces Emmaüs, tous ces trucs-là. Alors, on trouve pas toujours, parfois on a des trucs un peu plus vieillots, mais ceux-là, ils sont simples, efficaces, noirs, voilà, avec juste le petit... je sais pas si vous voyez, voilà. Et je pense que ça fera la blague. Parce que, alors moi, au quotidien, je ne ressens pas le besoin de boutonner mes gilets, sauf quand je ne mets pas de manteau, ce qui m'arrive assez régulièrement, surtout en ce moment, que je vais faire une marche et qu'il y a du vent, et ce qui est quand même assez souvent le cas, notamment en bord de mer. Et je me retrouve avec le gilet qui souffle sans arrêt, et donc je suis comme ça parce que je ne peux pas le fermer vu que je n'ai pas de bouton. Donc je suis en train de me tenir, de croiser les bras, et donc c'est un peu pénible. C'est ce qui m'a motivée à aller chercher des boutons cette semaine, pour être tout à fait honnête. Moi j'ai fait la taille M, mais mon échantillon, parce que je fais jamais d'échantillon, enfin hyper rarement, sauf quand je fais des tests, ce qui m'arrive très peu souvent, mais j'en fais un en ce moment, donc là j'ai dû faire un échantillon. Sinon je n'en fais pas. Là j'aurais pu, en l'occurrence, vu que c'est en aller-retour, mais souvent je trouve que entre l'échantillon qui est en aller-retour et le tricot qui est en circulaire, je trouve qu'il y a un monde, on tricote pas pareil, en tout cas moi je ne tricote pas exactement de la même façon. Donc j'ai pas fait d'échantillon, en plus je savais que c'était cette laine que je voulais utiliser. Je me suis dit vaille que vaille, ça devrait passer. Évidemment, je crois que le modèle initial est tricoté en Peer Gynt, et la Peer Gynt, pour l'avoir déjà tricotée, elle est plus dodue, elle a pas exactement le même... elle a beau dire on peut la remplacer par une fingering plus lace, je trouve pas que ça fasse exactement la même chose, en tout cas pas avec cette laine là. Donc, j'ai effectivement vérifié mon échantillon en cours de tricot. J'ai vu que j'étais beaucoup trop serré, trop petit par rapport à l'échantillon initial. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais bien le mettre au blocage, voilà, bien l'étendre. Et franchement, ça l'a fait. Donc, j'ai pris mon mètre, j'ai regardé. Alors, j'ai pas eu besoin de l'étirer à fond, hein, mais je l'ai bien quand même... déjà, le fait de le bloquer, de le mouiller, ça détend le tricot, parce que je dois pas être très détendue du tricot, moi. Je pense que j'ai un tricot naturellement assez dense, assez serré, et c'est ce que j'aime d'ailleurs. Donc, sauf pour des projets spécifiques où là, je suis ce qu'on me demande de faire, et donc le tricot est un petit peu plus détendu. Mais sinon, moi, j'aime bien quand il y a un tissu un petit peu dense. Je trouve ça assez sympa. Et c'est le cas ici. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai un... ouais. Mon tricot est bien tenu, et donc j'ai rattrapé le coup au blocage. J'ai pris mon double centimètre, j'ai bien mesuré, j'ai regardé que ça le faisait, et a priori je dois être à peu près dans les clous. Donc bon, écoutez, c'est ce que je lui demandais, hein, pas plus, pas moins. Donc voilà. Je ne peux que vous conseiller ce modèle que je trouve assez. Alors ça reste un peu long parce que c'est un gilet qui sont en aller-retour. Mais je trouve le modèle très moderne, qui va sincèrement avec tout. Enfin, le fait qu'il soit, qu'il n'y ait pas des manches bouffantes ou trop serrées, avec ces bandes, ces larges bandes côtes. Le fait qu'il soit droit en bas, vous pouvez pas voir, mais même si je me lève, je pense que vous voyez là, ça tombe. Ça tombe bien. Donc tout ça fait que je trouve qu'il est portable avec beaucoup de choses, que ce soit comme moi avec une chemise en dessous, que ce soit avec un t-shirt, n'importe quoi, ou même un pull fin. Il n'y a pas... voilà. Donc il est facile à mettre et à coordonner. Je trouve que c'est un chouette modèle à faire. En aiguille numéro 4, bon, ben on a connu pire. Ça va, je sais pas combien de temps j'ai mis j'ai dû mettre à peu près un bon gros mois, sachant que moi je tricote jamais qu'un seul projet. J'ai toujours soit une paire de chaussettes, soit un châle, soit voilà, en tout cas 1 ou 2 accessoires en même temps. Donc c'est difficile de me rendre compte. Et puis j'ai pas
un nombre d'heures de tricot qui est égal en fonction des semaines, des jours, de ce que j'ai à faire, voilà, de l'activité pro que j'ai aussi. Donc c'est un peu plus difficile de calculer ça comme ça. Mais oui, il faut. Ça dépend de votre. Moi, je suis pas très rapide comme tricoteuse. Je m'en rends bien compte parce qu'à chaque fois que je vois des filles qui tricotent, je vois à quelle vitesse elles font défiler les mailles. Moi, non. Alors, je prends mon temps. Je n'arrive pas à aller plus vite que ça. Mais écoutez, voilà. Le petit truc aussi que je fais maintenant, enfin que j'ai fait ce coup-ci, et ça m'a bien... J'ai trouvé ça bien, comme je tricote, donc assez serré. Souvent, mes rabats, quand je fais un rabat classique, ce que j'avais envie de faire là, j'avais pas envie de faire un rabat tubulaire, un rabat à l'italienne, machin. J'avais envie d'un rabat classique qui fait donc cette petite natte là en bout de tricot. Je sais pas si vous verrez bien. Bah, sur du noir, c'est un peu compliqué à... Ouais, vous devinez là. Donc le rabat est censé se faire en 3,5 comme les côtes, et moi j'ai pris des aiguilles 3,75 pour que ce soit un petit peu plus détendu. Et ben c'est très bien parce que du coup j'ai pas le rabat qui serre le bras. De toute façon il y avait pas de diminution à la fin sur le poignet, etc. Mais c'était parfait, très bien. Et en bas de tricot pareil. Et je pense que c'est quelque chose que je vais appliquer systématiquement pour pas avoir un truc qui resserre, parce que c'est souvent le défaut que j'ai moi sur les rabats. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce gilet. Rien d'extravagant, hein, mais le basique sympa qui fait le job. Voilà, il fait bien le job. Ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes que je n'ai pas encore portées puisque je voulais vous les montrer. Ça fait longtemps qu'elles sont terminées. Donc c'est des chaussettes, comme on dit, à la vanille ou comme vous voulez, que j'ai fait avec des laines. Moi, j'avais du calendrier de l'Avent que j'avais acheté pour la période de l'Avent, hein, n'est-ce pas, comme son nom l'indique. C'était le calendrier. Je vous en ai pas parlé parce que en fait, moi, j'aime pas trop, sauf exception, parce que là, je vais vous montrer des choses que j'ai achetées, mais j'aime pas trop montrer les choses que j'achète quand il y a des gros calendriers comme ça. D'abord parce qu'il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi, ou en tout cas qui le font déjà. Donc je trouve que ça fait un petit peu une redite. Et je préfère vous montrer les laines en action que de vous montrer tout d'un coup tout ce que j'ai eu sur les calendriers. En règle générale, en plus ça dépend des années. Cette année, j'ai acheté un calendrier de l'Avent. L'année dernière, je crois que je ne l'avais pas fait. Il y a 2 ans aussi, j'en avais un. Donc ça dépend vraiment des calendriers de l'Avent qui sortent. Moi, je suis assez difficile. Enfin, on est toutes, j'imagine, un peu difficiles, mais on va dire que les calendriers de l'Avent, pour moi, vu que c'est un bon budget, je souhaite que ce soit de la laine. Sauf éventuellement exception comme pour les chevaux solidaires où j'avais adoré mon carnet en cuir que j'utilise tout le temps et qui avait... Alors la papeterie, je suis fan, mais on peut pas en avoir 50 des carnets. Voilà, une fois qu'on en a un, en plus un agenda, enfin qui peut faire agenda, un carnet avec des anneaux, donc on peut mettre des recharges. Une fois qu'on en a un beau dans lequel on met tous ses projets, peut-être qu'on n'a pas besoin d'en avoir 10. Donc ça, j'aime bien les articles de papeterie, de la jolie papeterie ou de la jolie mercerie éventuellement, parce que moi, dans mon quotidien, effectivement, je n'achète pas d'anneaux marqueurs, je n'achète pas de choses comme ça. C'est pas là où je vais dépenser vraiment mon argent, où j'achète peu de sacs à projet. Ça m'arrive, mais c'est rare. Je craque moins là sur ce genre de choses. Donc s'il y a des beaux articles de mercerie, d'accessoires, on va dire, des beaux articles d'accessoires ou de papeterie, où je serais susceptible de craquer, mais pour moi un calendrier de l'Avent, c'est avant tout de la laine. Et tout ce qui est, par exemple, je suis pas du tout cliente des calendriers de l'Avent dans laquelle il y a des gourmandises, des thés, des tisanes, des bonbons, des machins. Pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Ou des autocollants, ou des choses comme ça.
non, je suis pas cliente de ça, ça m'intéresse pas. Donc finalement, il y en a assez peu pour lesquels je craque. Et puis je réfléchis plutôt à 2 fois avant de le faire. Là, j'avais craqué parce que des chaussettes, j'en tricote assez régulièrement, mais je savais que des laines de teinturière, globalement, je les mets surtout assez variées. Je les tricote assez peu en vêtements, voire quasiment jamais. En tout cas, avec variées. Et je me suis dit, de toute façon, ça ne va être que des laines à chaussettes. Donc, si jamais il y a un écheveau que tu as envie de mettre dans un châle, tu pourras le faire. Et sinon, tu auras de quoi tricoter des chaussettes pour toi, mon mari qui adore ça, ou éventuellement pour faire un cadeau à quelqu'un, s'il est sage, hein, ou si elle est sage. Parce que bon, voilà. Mais je sais que ça ira au moins dans des chaussettes. Donc, c'était pas quelque chose qui risquait de tomber à côté, parce que aussi le problème des calendriers de l'Avent, je vais vous faire un roman sur les calendriers de l'Avent, c'est pas grave, hein, c'est que je suis pas complètement d'accord avec souvent les tendances qui sont dites ou les indications couleur chaude, couleur froide. J'ai eu maintes fois ces discussions avec des tricoteuses. Je trouve que ça ne veut rien dire dans le sens où on peut avoir des couleurs chaudes qui nous vont pas, parce que ça dépend de l'intensité de la couleur. Moi, je vous en ai déjà parlé, mais typiquement, une couleur chaude qui va être pâle ne m'ira pas. Alors qu'une couleur froide qui va être soutenue, et je vous en ferai la preuve tout à l'heure, peut m'aller apparemment très bien. Donc pour moi, c'est un pari risqué si je veux les incorporer sans les voir dans des vêtements. Donc voilà, les surprises en termes de coloris de laine, je suis un petit peu frileuse. Alors que pour de la laine à chaussettes, où je sais que ça va être de la laine variée de toute façon, je vais voir le travail magnifique de la teinturière ou du teinturier et je pourrais l'utiliser dans des chaussettes. Donc, je trouve que là, on peut s'éclater avec des chaussettes. Bref, tout ça pour vous dire que là, j'avais choisi je vais pas vous montrer évidemment tout le calendrier encore une fois, hein, parce que il y a beaucoup d'écheveaux. Là, j'avais choisi le calendrier de l'Avent de 3 teinturières qui sont Teinture Lurée, Garance et compagnie et Laine de Moute. Donc, elles avaient fait une collab dont vous avez entendu parler probablement. Et les chevaux que j'ai utilisés pour cette paire de chaussettes, il vient de chez Teinture Lurée. Et alors, le thème de ce calendrier, c'était les continents. Et là, c'était sur l'Asie. Et le titre de la couleur, c'est Temple d'Aigoji. Et je vais vous montrer. Donc, il y avait un coloris principal et un contrastant. Donc, vous voyez, ça, typiquement, ça flash. Hein. Ça flash, ça fait des bandes de partout. C'est voilà. Alors, pour des chaussettes, moi, je trouve ça très sympa. Pour un vêtement, personnellement, je l'utiliserai pas. Mais c'est moi, encore une fois. Alors moi, je mets pas les chaussettes sur un marqueur particulièrement. En tout cas, là, je l'ai pas fait. Ça m'arrive, hein, mais là, non. Alors, je suis allée chercher. Je vais vous montrer ça. J'espère que ça passera à l'image. Mais ne connaissant pas très bien l'Asie, je suis allée chercher ce que c'était que le temple d'Aigoji. Et j'ai vu la photo. Ah, vous allez voir mon jardin en reflet. C'est pas ça qu'on veut. Hop. Voilà. Et je trouve qu'on est quand même bien dans le thème. Quand on voit, je n'arrive pas... Voilà, soit j'arrive à vous faire l'inclinaison qu'il faut, mais vous avez le soleil. Quand on voit ça, et quand on voit ça avec le vert... on voit bien l'inspiration quand même, hein. C'est dingue. Donc ça, je trouve ça très chouette à faire quand même. Donc voilà, c'était mon petit... Alors je sais pas si les coloris des calendriers de l'Avent vont être repris et qui vont faire partie de leur gamme. J'ai pas vérifié, je vous avoue. Donc c'est le premier écheveau, et il m'en reste un peu de laine, hein. C'est le premier écheveau du calendrier de l'Avent que je tricote. Donc évidemment j'en ai plein d'autres. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. Moi j'ai suivi le mini qu'elle est avec. J'ai tout fait comme la designer l'a dit. Donc c'est la première fois que je tricote
de la laine de chez Teinture Leray. Je ne connaissais pas son travail. Enfin, si, je connaissais son travail en voyant en salon, mais j'avais jamais fait. J'avais jamais tricoté. Donc on voit qu'il y a de l'inspi et que c'est très bariolé, très coloré, très sympa. Donc voilà, écoutez, c'est une petite paire de chaussettes, ma foi, dynamique. Chouette quoi, c'est rigolo. Donc ça, c'est les deux projets, enfin les deux objets terminés que j'avais à vous montrer. Après, vous voyez, j'en ai pas fait tant que ça. Mais le gilet, en fait, j'ai fini depuis longtemps le gilet, mais entre, c'est dit, enfin, je suis pas la seule à vous le dire, hein, mais c'est pas simple de trouver du temps pour tourner des podcasts, de la disponibilité dans là où on tourne, et puis mentale, et puis tout ça, et puis voilà. Donc parfois il se passe 15 jours entre le moment où on a fini un projet et le moment où on peut brancher son téléphone. Mais c'est comme ça les amis, hein, c'est la vie, la vraie, c'est pas notre métier, donc forcément on fait ça quand on peut, quand on a le temps et quand on a des choses à vous montrer. Maintenant, je vais passer aux encours. Alors, la dernière fois, je vous avais quitté et je vous avais parlé du châle Malibu d'Isabelle Kremer, que j'avais dit Malibu d'ailleurs, je crois, alors que c'est Malibu. Et je vous avais parlé des fameuses laines que Annick, ma chère Annick, m'avait aussi offertes et qui sont... Alors, est-ce que j'ai marqué les laines? Parce que, évidemment, là, je ne retrouve pas plus que ça. Non, puis j'ai pas les étiquettes avec moi, c'est malin. J'ai plein d'étiquettes dans mon sac à tricot, sauf les étiquettes des laines en question. C'est quand même génial. J'en ai peut-être une quand même. Ouais, c'est la Willow and Lark de Woodland. Ou Woodland de chez Willow et Lark plutôt, je pense. C'est 50% en laine, 25% alpaga et 25% viscose. Donc, il y a 175 mètres pour 50 grammes. Voilà l'étiquette. C'est une laine que je ne connaissais absolument pas. Qui est fabriquée en Italie, apparemment. Et moi, j'en avais plein de toutes les couleurs. Donc, écoutez, je tricote de la couleur. Alors, je vous avais expliqué la dernière fois que je voulais un châle qui soit... un peu fantaisie comme ça, que ce soit pas de la brioche parce que je ne connais pas la technique de la brioche et que j'avais pas la charge mentale. Enfin, je voulais pas un truc qui soit trop, qui puisse me plonger dans l'échec si jamais j'arrivais pas et que je suis obligée de défaire 150 fois. J'avais pas envie de ça. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle de la mosaïque, je crois. Et donc je me suis lancée là-dedans. Donc moi, cette couleur-là, j'en ai plusieurs pelotes. C'est une espèce de beige très clair ou des crus foncés comme on veut, avec des speckles jaune-brun et puis ouais, jaune-brun essentiellement, et un petit peu caramel, mais je suis pas sûre que vous verrez grand-chose. Et donc on fait avec cette couleur principale sert de trame pendant tout le temps du châle, et donc on fait ce point qui, moi, je trouve, s'apparente un peu à des plumes de paon. Je sais pas si je suis la seule à voir ça, mais je trouve ça assez rigolo. Vous voyez, comme ça, la plume de paon avec l'espèce de truc au milieu. Et donc, voilà, il y a des augmentations tout le temps, avec une espèce de ligne centrale. Donc j'ai suivi le patron, ensuite, sauf qu'elle, elle le fait en 3 couleurs différentes. C'est-à-dire que vous avez la couleur de fond, la couleur de la mosaïque, là, comme le contrastante, comme moi mon bleu, et ensuite il y a des rayures de 2 entre la couleur de fond et une autre couleur, qui est rouge chez elle, je crois. Et moi j'avais envie d'utiliser les pelotes qu'Annick m'avait offertes, donc je me suis amusée à intervertir... cette espèce de caramel, de fuchsia, de jaune d'or et de un peu violine comme ça, plus foncé là. Ça, là vous le voyez un peu bordeaux foncé, mais c'est là peut-être un peu mieux, voilà. Donc ça donne ça pour l'instant.
C'est assez rigolo. Je me rends pas compte trop de la taille qu'il a pour le moment. Enfin, j'ai un petit aperçu, mais pas encore. Si, quand même. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fini une série d'un certain nombre de rayures, on reprend ce point-là avec la même couleur que là. Moi, étant donné que j'ai une pelote de chaque couleur, je ne sais absolument pas la quantité qui va me rester. Alors, c'est sûr que du bleu, j'en aurai pas assez pour le faire. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Et je ne sais pas, à l'issue de mes bandes de rayures, combien il va me rester des couleurs contrastantes que j'ai là. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout encore comment je vais me débrouiller. Alors, le problème, évidemment, qui est que, théoriquement, comme on fait des rayures de 2, ben, le fil contrastant suit. Moi, ben non, je coupe le fil à chaque fin de rayure. Donc, je me retrouve avec une frange d'enfer. Il va falloir que je rentre tous mes fils, n'est-ce pas? Donc ça, je pense que ça va être sympathique aussi. Mais écoutez, voilà, c'est pas grave. Alors, je vous avoue que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Parce que j'ai eu d'autres choses j'ai commencé d'autres projets et comme d'habitude, quand on commence d'autres projets, on a tendance à lâcher, on peut pas être partout, donc à lâcher un projet pour aller vers la nouveauté. Et donc après, ça va me prendre et je vais donner un grand coup sur celui-ci. Mais il va être sympa. J'ai des fils partout qui m'entourent les bras. C'est très pratique. Très, très pratique. Voilà. Donc ça, c'est un gilet. Un châle qu'on tricote en aiguille numéro 4. Qui est aussi... Moi, c'est la première fois que je tricote un patron d'Isabelle Kramer. C'est très simple. Les explications sont franchement claires. Il n'y a pas de souci particulier. J'aime bien le rendu, j'aime bien le côté mosaïque, je trouve que ça fait hyper travailler alors c'est pas, il faut être concentré parce que je sais plus sur combien de rangs c'est, 5-6 rangs, ça va être un nombre pair. Je sais plus exactement, mais faut être concentré. Moi, je m'en souviens pas de tête. Tiens, j'en suis au rang numéro 3 de cette grille-là. Tiens, faut que je fasse ça. Donc c'est entre des mailles glissées, des mailles tricotées, etc., etc. Mais ouais, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu et même je trouve que à l'envers, il est sympa aussi. Bon, les rayures moins, parce qu'on voit bien que c'est des rayures, mais enfin à l'envers, mais là, ça me choque pas. Alors évidemment, ce côté-là est plus épais, plus dense, parce qu'il y a des mailles glissées, ça donne un peu plus de matière que là, mais c'est pas choquant. Donc ça, je trouve que sur une chemise en jean, ça peut être sympa, un t-shirt blanc. Ça égaye un peu une tenue un peu basique, et je trouve que, je pense qu'il va être assez chaud. Parce que la laine est un petit peu rustique comme ça. Et je la trouve très sympa. Donc ça, je vous avoue donc, que ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus. Parce que j'ai commencé un autre pull et entre-temps, en plus de ça, j'ai j'ai été prise pour un test. Donc, forcément, quand il y a des deadlines, on laisse un peu tomber tout ce qui n'est pas urgent pour faire tout ce qui est, sans parler d'urgence, mais tout ce qui est plus important à faire, en tout cas. Mais je me connais, il va falloir que je le termine parce que si on arrive au printemps et qu'ensuite je suis démotivée parce qu'il commence à faire beau, c'est un truc que je risque de laisser tomber. Donc c'est un peu le souci avec moi. En fait, je pense qu'on est un peu toutes pareilles, mais parfois j'ai du mal à me raisonner et à tricoter un truc hyper chaud quand il fait bon. J'ai envie de tricoter des trucs qui vont avec le temps qu'il fait. En même temps, c'est souvent plus des projets d'hiver qui me tentent que des projets de printemps. Enfin, j'ai pas d'idée de projet de printemps pour l'instant. J'ai rien vu qui m'inspirait. Mais peut-être que les choses sont pas encore sorties aussi. De quoi je vais vous parler? Du pull que j'ai commencé
Il s'agit donc j'ai de la poussière de laine partout, c'est formidable. Il s'agit donc, il s'agit donc du Pink Velvet d'Andrea Mori. Je ne sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois déjà ou pas, je crois pas. J'ai commencé par acheter la laine et en fait j'ai trouvé le modèle après. Enfin j'ai trouvé le modèle. Une tricopine m'a aidé à trouver le modèle ensuite. C'était au salon Bière Hélène à Nantes. C'était en septembre je crois le salon Bière Hélène. Et donc j'étais tombée amoureuse de ce coloris que je vais vous montrer. Que voilà. Qui est de... Alors mes cakes sont très moches parce que mon bobinoir déconne à plein tube. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de trouver la raison, mais je n'y arrive pas. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. J'ai un dévidoir que j'ai depuis quelque temps et un bobinoir que j'avais acheté sur Amazon, je crois, le bobinoir. Il n'a pas de marque particulière, il est en plastique, mais je crois que ça... Je suis pas sûre qu'il y ait une réelle différence entre ceux qu'on achète. Enfin, j'ai l'impression que c'est un mécanisme assez simple, somme toute, et que voilà, il n'y a pas besoin de mettre des milliers des cents. Donc, j'avais pas dû l'acheter très cher à l'époque. Et je sais aussi que je l'avais prêté pour un festival. Et donc, qu'est-ce qu'il a eu parce que depuis l'usage intensif de ce bobinoir-là, je remarque qu'il a des défaillances. Donc je pense que 2 jours de festival où il a dû fonctionner à bloc, à mon avis, ça n'a pas dû l'aider. Toujours est-il que quand je fais des cakes, ça va un temps donné. Et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, le bobinoir fait un tétouk, il décroche un peu. Et la laine, au lieu de rester et de s'enrouler sur le cake, s'enroule en bas, en dessous, sur la tige du bobinoir. Et donc ça vous fait une espèce de truc en dessous là. C'est très pénible. Donc, une fois sur 2, je suis obligée de réenrouler mon écheveau. Et bien souvent, je finis globalement un peu à la main ou comme je peux, quoi. Donc, ils sont pas... Et quand ça fait ça, ça m'énerve. Tant et si bien que maintenant, j'ai un peu d'appréhension quand je fais des écheveaux. Ben, typiquement celui-ci, enfin des cakes, je vois bien qu'il a été fini à la main parce qu'on voit que là, toute cette bande-là, ça a été enroulé à la main. Bref, tout ça pour dire que, voilà mon premier, j'avais craqué sur le coloris de cette laine quand j'étais arrivée au festival. C'est la laine de chez Célène, qui est sa qualité, alors je sais pas si elle a un nom, mais c'est 70% mérino, 20% yak et 10% nylon. Le coloris, c'est le coloris agate. Et quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça tellement joli. Et je sais aussi pourquoi j'avais craqué, parce qu'il y a des nuances. Hein, cette espèce de magenta comme ça n'est pas... il y en a qui le voient rose, il y en a qui le voient un peu violet. Moi, je le vois magenta. Mais en fait, en fonction de la luminosité, on le voit plus ou moins bleu. Donc plus ou moins violet ou plus ou moins rose. Et c'est la base yak qui fait ça. C'est qu'en fait, comme la base yak est une base grise au départ, un peu foncée, la teinture ne prend pas de façon égale visiblement dessus et il y a le côté foncé du yak qui par moment ressort. Et je trouve que ça lui donne une profondeur incroyable à ce coloris. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Je pense que j'ai le rhume des foins. Donc ça, c'était pour la couleur principale. Et la lace qu'il faut pour le jacquard, c'est celle-ci. Parce que je voulais, voilà, une couleur qui aille bien avec. Enfin, selon mes goûts, évidemment. Et de combiner. Donc ça, c'est de chez Maison Corlaine. Et c'est sa base Baby Suri Alpaga, 74% Baby Suri Alpaga, 26% soie. Et nous avons 50 grammes pour 300 mètres. Et c'est le coloris. Alors, j'arrive jamais très bien à lire l'écriture, mais je crois que c'est Layton. Voilà, c'est super doux. Donc ça, il m'en reste beaucoup. J'ai pas pesé, mais c'est tout ce qui me reste, puisque j'en suis... Alors, c'est tout rabougri sur un câble, hein. Vous n'allez pas voir très bien, mais quand même un peu.
Tadam! C'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau. Voilà. J'avais craqué sur ce motif que je trouve très années 50, un petit côté comme ça, vintage, que j'aime beaucoup. Et je l'ai vu dans plein de coloris différents, notamment dans des couleurs très pastel, des roses pâles, des écrus, des voilà. Et moi, j'avais, quand on a discuté du modèle avec ma tricopine, on s'était baladé et tout, j'avais trouvé ça super beau. Donc on avait regardé toutes les laines et les deux me semblaient parfaits. Donc, je regarde, il y a plein de nuances dans la laine, donc là, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais... Tac. Donc, c'est un modèle qui se tricote en 3,5 et 3,25 pour les côtes. Moi, je fais la taille 3. Il y a des rangs raccourcis sur le début de l'encolure pour faire le dos un peu plus profond. Là, on les voit, tac, par rapport au devant. C'est pas très... parce je suis en plein tricot, donc j'ai des fils de partout. J'ai les manches qui sont en attente sur des Scooby-Doo. Je travaille sur un câble qui est tout petit par rapport à la circonférence de mon pull. Donc, on peut pas dire que ce soit les conditions optimales pour vous montrer le tricot dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Mais écoutez, voilà. Donc, on a quoi? On a juste ces rangs raccourcis en début et ensuite, on fait le yoke qui est sur schéma, enfin par diagramme. Il n'y a pas d'explication écrite pour le... Pardon, je fais tomber mes plottes. Il n'y a pas d'explication écrite rang par rang pour le yoke. Il faut vraiment suivre le diagramme. Mais c'est pas... Je dis c'est pas difficile. Moi, j'ai eu un bug au début parce que dans l'explication de texte, dans le diagramme, parce qu'en fait, je cherchais... Enfin bref, c'est compliqué à vous expliquer comme ça. Mais en gros, ne faites pas comme moi, à savoir... Moi, j'ai tendance à être trop cérébrale parfois quand je lis un yoke, je veux comprendre, je veux savoir où ça va, etc. Et donc, en fait, je lisais rang par rang. Et quand j'ai commencé le premier rang du yoke, ok, super. Deuxième rang, je regardais si la maille que je devais faire correspondait avec celle qui était en dessous. Or, comme on a des augmentations dans le yoke, ça ne peut pas correspondre. Donc, il faut pas chercher à ce que ça corresponde, à ce que la maille qu'on est en train de faire tombe pile sur la maille du dessous. En fait, c'est pas comme ça. Il faut juste faire ce qui est écrit, faire les augmentations au moment où c'est écrit et ne pas se poser de questions. Parce que moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Bon, j'ai une tricopine, n'est-ce pas, Karine? Si tu me regardes, tu vas vite comprendre. Alors, heureusement que j'ai toujours des tricopines sympas à qui je peux dire help. Je comprends pas, parce que parfois, moi, je me pose trop de questions. Donc, des questions inutiles, hein, très sincèrement. Donc, en gros, tout est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Si vous faites ce qu'elle dit, pas de problème. Donc, j'en suis là. Je vous avoue que là, j'y ai pas touché non plus depuis quelques temps, parce que j'ai eu le test qui est arrivé pour un autre pull. Et que ça va quand même un petit peu moins vite, parce que ça se tricote en 3,5. Donc, voilà. Mais je suis en train de voir les variations de couleurs. Là, c'est super joli. Alors moi, je n'ai pas alterné les écheveaux. Je me doute qu'il va y avoir des nuances parce que je le vois sur le fil. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se voit pas sur le pull. En revanche, je vous l'avais déjà expliqué. Moi, ce qui m'est arrivé à chaque fois que j'ai alterné les écheveaux, c'est que finalement, je voyais quand même des bandes plus claires ou plus foncées au fur et à mesure du tricot en changeant des chevaux, en alternant. Donc je me dis, qu'est-ce que ça change finalement? Parce que il n'y a pas de speckles là, c'est juste, il va y avoir de la variation, mais je suis pas sûre, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus clair que les autres.
Donc, c'est celui-ci, je pense. Donc, je reprends, maintenant que mes chiens ont arrêté de faire la loi dans le jardin ou dans la maison. Bref, donc je n'ai pas alterné les écheveaux. Je pense qu'effectivement, j'en ai un qui risque, celui-ci, d'être un petit peu plus clair, mais en même temps, ça dépend de la lumière. Et encore. Donc, je verrai. Celui qui sera plus clair, je le mettrai pour les manches. Ouais, j'ai l'impression que ces deux-là sont plus proches que celui-ci. Donc, je pense que je vais faire le corps avec celui-ci et les manches avec celui-là. Est-ce que ce sera choquant? Non, je pense pas. C'est le jeu des laines teintes main. On sait qu'il y a de la profondeur, qu'il y a de la variation. Voilà. Sinon, bah, si on n'en veut pas, on fait pas. On va voir, on fait autrement. On va voir ailleurs. On alterne ou je ne sais quoi. Là, je vois bien hein, qu'il y a des. Vous les voyez là. Il y a des rangs où il y a effectivement des côtés plus clairs. Mais écoutez, c'est le jeu. Voilà, donc ça, c'était mon tricot en cours que je trouve fort sympathique. Alors, alors moi, je lis jamais les instructions à l'avance. Je crois savoir que Andrea Mori est réputée pour avoir des bras assez fités et si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas ça. Donc, je pense que je ferai beaucoup moins de diminution qu'elle n'en préconise, voire pas. J'essaierai... De toute façon, au bout d'un moment, là, quand je vais descendre un peu le corps, je vais essayer, voir ce que ça donne. Ou sinon, ce que je ferai, je vais voir comment tombe l'emmanchure. Si je trouve que ça remonte trop, je relèverai plus de mailles que préconisé dans le bas. Parce que là, on va forcément relever des mailles hein, là-dedans. Donc, je ne sais pas combien, je n'ai pas encore regardé. Mais peut-être que j'en relèverai un petit peu plus que ce qu'elle demande de faire. Et comme ça, j'aurai un peu plus d'ampleur. Pour les bras, voilà, écoutez, ça va suivre son cours. Là, de toute façon, c'est du tricot, comme on dit, zéro cerveau, puisque c'est tout droit jusqu'à pendant un certain nombre de centimètres, et puis jusqu'à la fin avec quelques côtes, et voilà. Mais je le trouve franchement très beau. Ouais, j'aime beaucoup ce petit côté vintage du motif. Je le trouve vraiment sympa. Voilou, ça c'était mon autre en cours. Et ensuite, alors le test, je peux pas trop vous en parler je peux pas trop vous le montrer, mais c'est un test que je fais pour Aurélie Texier, une poule à petits pas, qui est son pull Joe que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux puisqu'elle l'a montré porter, qui est un modèle de pull qu'elle a voulu mixte et c'est ça qui m'a intéressée parce que ça va de la femme à l'homme, avec plein de tailles différentes, des ampleurs différentes, des longueurs différentes. On peut le faire soit en laine Aran comme elle l'a fait, soit en fingering et lace que moi j'ai fait. Donc voilà, je suis en train de le tester. C'est un pull qui se tricote en 4,5. Je vais vous montrer juste, je crois qu'on n'a pas trop le droit de montrer... on peut montrer un bout, mais pas complètement. Donc, je vais juste vous montrer la texture. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est un pull que moi, je tricote dans un mélange alpaga et kid silk de drops en gris. Et moi, je le fais en taille 4, qui est, je sais plus pour quel tour de poitrine, je vous redirai ça, mais... c'est pas parce qu'elle commence, il y a une grande, cette fois-ci il y a beaucoup de taille, donc on peut vraiment y trouver son compte, du tout petit au grand. Voilà, je vous montre pas plus que ça parce qu'il y a des mailles ensuite à relever, etc. Je suis bientôt, pas encore, hein, mais j'ai encore un bout à tricoter pour terminer le corps. Ensuite j'ai les manches à faire et l'encolure, donc j'ai du boulot. En tout cas, ce que je peux vous dire juste, c'est que pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu de la matière, que j'avais envie. Voilà, quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit, ça sera le petit pull simple, parfait à mettre quand on sait pas quoi mettre le matin, par exemple, qu'on n'a pas envie d'un truc trop marqué, trop
Typiquement pas comme un jacquard, qu'on a juste envie du petit pull basique qui va avec tout, sur un jean, un pantalon noir, n'importe quoi. Donc je me suis dit un petit pull gris tout simple, ça va être parfait. Alors c'est comme le gilet noir, hein, c'est pas forcément le truc qui fait rêver à tricoter, mais c'est le truc qu'on est vachement content d'avoir dans son armoire parce que voilà, pas de question, pas de question. Et très sincèrement, alors je pense qu'au blocage, après blocage, ce sera encore mieux. Parce que les mailles vont bien se lisser. La texture est hyper dingo, hyper douce. Alpaga et Kid Silk de Drops, je trouve que c'est franchement un mélange. Je crois pas que j'avais fait ça. J'avais déjà testé la Flora avec la Kid Silk. Mais l'Alpaga et Kid Silk, j'en ai pas le souvenir. Et ben, je trouve ça très doux. Franchement, très agréable. Alors, c'est assez mou, hein, parce que l'alpaga, c'est un peu mou. Mais je pense qu'avec le Kid Silk, ça va quand même le tenir. Donc, ça sera le petit pull pas trop épais, pas trop compliqué. Enfin, pas compliqué du tout à mettre, d'ailleurs. Et je pense que je serais super contente de l'avoir, celui-là. Donc, voilà. Et typiquement, c'est le modèle, s'il va, qu'il est mixte, on peut le tricoter pour les garçons sans problème. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Ça, c'était pour tout ce que j'ai en cours sur mes aiguilles. J'ai l'impression d'être allée super vite. Mais parce qu'en fait, j'ai 3 chiens autour de moi qui n'arrêtent pas de gigoter. Donc je veux vite finir mes phrases avant d'être interrompue soit par un aboiement, soit par un chien qui veut sortir. Et je vous l'avais déjà dit, hein, mais à chaque fois en ce moment que je tourne un podcast, ils veulent systématiquement attirer l'attention sur eux. C'est quand même assez dingue, mais c'est comme ça. Il y en a un qui me regarde du coin de l'œil, là. Je sais pas si vous l'entendez. Mango. Mango. La queue qui fait... Bref, voilà, maintenant je voulais vous faire un petit retour sur le salon Entre deux laines qui a eu lieu à Portès, du côté de Bordeaux, qui était le premier salon du sud-ouest. Enfin, je crois qu'il y en a un autre qui a lieu en juin, mais un beaucoup plus petit salon de mémoire. Celui-ci est vraiment l'événement dans le coin et c'était, très sincèrement, j'ai trouvé une grande réussite. De par sa taille, parce qu'on a eu de très beaux stands, sincèrement, que ce soit des teinturières, que ce soit de la mercerie, vraiment des gens, même des designers, parce qu'on avait plusieurs designers qui étaient là. Il y a eu vraiment du monde. Alors moi, je vais pas me mettre à citer tout le monde parce que je risquerais d'en oublier, mais j'étais très contente notamment de rencontrer des gens comme... alors, même si j'ai pas forcément acheté chez eux, mais il y a des teinturières ou des designers que moi, dans les salons que je fais, n'allant pas au Knit-It, je ne vois jamais. Typiquement, Yarn by Simone, je ne l'avais jamais rencontrée, elle y était. Atelier Émilie Louis, c'était là. Enfin voilà, Wouliette, que j'avais déjà vu au Bigouden, mais que j'avais aperçu, mais qui était là et j'ai pu profiter un peu plus de sa laine, etc. Sophie, au fil de la ruche, évidemment. Donc, qui n'est pas une teinturière de laine, vous le savez, Sophie au fil de la ruche, mais elle était là avec son miel et tout ça. Donc c'était très sympa. Il y avait... Quand on n'a pas de tête, on a un iPad et une connexion Internet. Hein. Tessa Collection, voilà, les accessoires, justement tout ce qui est marqueur, compteur de rang, sac à projet. Donc ça, c'était super aussi. Et puis plein d'autres qu'on connaît, Nathalie by Night, laine, non, il n'y avait pas laine de Mout, elle aurait dû être là, mais elle n'était pas là. Il y avait Célène, il y avait Anna du bruit des aiguilles, enfin plein d'autres. Je vais pas commencer. C'est vrai que quand on rentre dans ce truc-là de citer les gens, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement et on veut pas se gourer en oublier. Donc forcément, bon, bref. Donc j'ai trouvé qu'en termes de taille de salon, c'était très complet
et pas étouffant. On s'est pas perdu comme je pense dans les très gros salons. On a eu la chance d'avoir un temps magnifique, donc ça c'était top parce qu'on a pu profiter de l'extérieur pour pouvoir tricoter. Enfin moi en vrai j'ai pas tricoté du tout. C'est le genre d'endroit où moi je tricote pas, j'y arrive pas. Je suis prise par l'effervescence du moment, les gens qu'on rencontre. Voilà, donc je tricote pas, mais on aurait pu, il y a plein de gens qui tricotaient, donc en tout cas on pouvait prendre son repas à l'extérieur, discuter avec des gens, donc ça c'était super. L'organisation, je l'ai trouvée honnêtement très bien, certainement perfectible comme dans tous les salons, mais c'était leur premier et franchement chapeau mesdames parce que vous êtes super bien débrouillées et je crois savoir à quel point c'est un boulot énorme, donc vraiment bien. Franchement, j'ai trouvé ça très très chouette. Bon, en plus, moi, j'ai combiné ça avec un petit week-end avec des tricopines, donc on était 5 et on a passé un super moment. Donc, bisous les filles, hein. Et j'étais notamment avec Cécile de Que font mes mains, il y avait Karine, il y avait Sylvaine, il y avait Marion, enfin il y avait du monde quoi. Donc c'était franchement super chouette. Un très joli moment convivial où on a pu rencontrer plein de gens et en même temps avoir du temps tranquille pour regarder la laine, refaire un tour, réfléchir, s'asseoir. Il y avait des pâtisseries à tomber raide. Non, c'était vraiment chouette, vraiment chouette. En plus, en termes de tricopines, moi j'ai retrouvé des copines, des amis là-bas. Petit clin d'œil aussi spécial à Émilie qui m'a offert ces magnifiques boucles d'oreilles que j'ai vues sur elle et je les ai trouvées tellement belles et elle m'a dit bah tiens cadeau. Alors moi je suis hyper contente. Voilà. Enfin c'était des super bons moments d'échange avec des gens que je connaissais déjà et d'autres par internet. Enfin comme vous à travers l'écran. Hein. Sophie je l'avais jamais rencontrée, on s'est vu en vrai. Donc c'était super, on est tombé dans les bras l'une de l'autre. Enfin, voilà, c'est des moments un peu hors du temps, un peu magiques où on oublie tout, on oublie ses soucis, tout. Et puis il y a le périple qui va avec. C'était à 4h30 de chez moi, donc c'est sympa. On se prépare, on prend sa voiture, on sait qu'on a loué à plusieurs Airbnb, on a fait du covoiturage avec Cécile et puis avec Karine. Enfin, je vous raconte ma life, hein, mais voilà. Donc paf, on sait qu'on va se retrouver. On a l'impression d'être le club des 5 qui part à l'aventure. Il y a un peu de ça. C'est un peu le petit cocon, le petit moment hors du temps où on sait que là, on va retrouver des gens qui parlent la même langue que nous, même si on n'a pas les mêmes goûts, même si on tricote pas les mêmes choses, même si, tout ça, c'est peu importe. Et la plupart, je dirais que la plupart des différences, des divergences, des différences d'âge, des différences d'origine culturelle, sociale, qu'importe de l'endroit où on vient, de France ou de Navarre, tout ça se lisse, tout ça fait que on est là pour un même moment qui est un moment de partage autour de la laine. Et que vous ayez 60 ans, 25, 32, on s'en fout. Que vous soyez de l'Est de la France, du Nord, du Sud, enfin la plupart il y avait des gens d'ailleurs, ça étonne toujours les organisateurs de salons, mais moi pour avoir participé en tant que bénévole à plusieurs salons, je sais à quel point c'est incroyable et ça paraît invraisemblable, mais les tricoteuses sont capables de faire des centaines et des centaines de kilomètres pour aller à un salon de laine quand même. Hein. C'est dingue, mais c'est comme ça. Et ça rend ces petits moments magiques hors du temps. Ça fait une bulle dans laquelle on se sent bien. Et puis le fait, en plus de prendre un logement ensemble le temps d'un week-end, ça vous crée une proximité qui était déjà là. Enfin. Qui était déjà là ou naissante pour certaines,
Et tout s'accélère parce que vous vivez le quotidien, un moment un moment hors du temps avec des gens comme ça. Et je continue de penser que c'est super privilégié de faire ça. Et c'est un vrai moment de qualité. Donc, enfin, j'imagine que vous le savez parce que vous avez dû déjà faire la même chose. Alors moi, j'aime bien choisir. Je vais pas à 50 salons par an parce que d'abord, je peux pas louer un truc à chaque fois. Je peux pas prendre la voiture et partir un week-end entier. Si c'était tous les mois, je pense que je pourrais peut-être pas le faire. Mais des petits moments comme ça, des petites bulles, je trouve ça très appréciable. Tout ça pour dire que j'ai ramené quand même quelques petits trucs. Alors, moi, le truc le plus étonnant, enfin, j'avais pas la laine avec moi, d'ailleurs, j'aurais pu demander à Nathalie. J'avais acheté ces écheveaux de By Night Création de Nathalie, qui est sa base Milky Way, et c'est son coloris Garance, avec donc des petits confettis comme ça. Je crois que j'avais acheté ça à Felletin, mais il y a 3 ans. Je crois que c'était à Felletin. Je suis pas certaine, mais il me semble. C'est du 85% mérinos, 15% viscose. On a 400 mètres pour 100 grammes, classique. Et je voulais trouver un mohair et soie qui aille avec. Et je ne l'avais pas. Et j'avais pas pris ça avec moi. Et en regardant, je me dis, ah ouais, quand même, ça relève bien, vous allez voir. On tire plus sur le orange vermillon. Mais je pense que ça va être très sympa. Je pense que l'un va réveiller l'autre et l'autre va adoucir l'un, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être un peu différent du... Parce que j'avais déjà tricoté une couleur similaire avec Planète Mars, je ne sais plus de cette teinturière qui n'exerce plus, qui est guide de montagne maintenant. Mais son Planète Mars allait très bien avec la laine que j'avais achetée chez Nathalie. Et donc ça, voilà. Mais si j'avais fait le même coloris Planète, je serais retombée dans le même rouille un peu brique orangée. Et je voulais un petit peu changer. Et je pense qu'avec ça, ça va être un bel assortiment. Que faire avec? Alors déjà que je vous dis ce que c'est quand même. Donc ça, je l'ai acheté à la mercerie qui était là-bas, qui est Timeco, qui avait son stand. Donc Timeco, c'est une mercerie qui est à Bordeaux et qui donc avait un stand. Alors ça, c'est super bien. Si vous voulez faire des salons laine, mais je trouve, ça c'est ce qui manquait, je trouve, dans les salons de laine dans lesquels j'étais allée précédemment. C'est que là, elle avait tout ce qu'on recherche, c'est-à-dire les aiguilles chiagou quand on n'en a pas sous la main et qu'on veut s'en procurer, plein de laine relativement accessible et qu'on n'a pas forcément chez soi, genre de la Rouetta, genre du mohair et soie, genre de la fil Colana, je vous montrerai après. Enfin bref. Et donc, et on peut toucher. Donc là, c'est de l'Anna Grossa, la Silk Air, et c'est le coloris 008. Voilà. Et il y a 30% de soie, 70% mohair. Et j'ai vraiment flashé sur cette couleur-là. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, mais ça va matcher super bien. Et je pense que ça va vraiment bien matcher. Que faire avec? Je ne sais pas, mais quand j'ai vu Nathalie, je lui ai dit que j'avais ça. Elle m'a parlé d'un gilet qu'elle avait fait. Et j'ai pas encore regardé le patron. Et j'ai évidemment la designer en tête, mais je vous mettrai les références sous la vidéo. De toute façon, je vous mets les références de ce dont je parle en règle générale. Il faut que je trouve le patron. Mais c'est un gilet qui a l'air très sympa parce que tout le dessin des manches, il y a des manches ajourées en fait, avec tout un motif sur les manches, des manches un peu ballon comme ça, et avec un beau dessin, alors que le devant est classique. Et je pense que ça peut être très sympa. Donc c'est pas impossible que je fasse encore un gilet, mais là, avec ces coloris-là. Donc ça, en fait, moi j'ai mis beaucoup de temps à acheter de la laine, à me décider. J'ai fait le tour, mais je sais pas combien de fois. Alors entre les moments où il y avait vachement de monde sur les stands, et donc c'était impossible d'approcher.
Entre le moment où je voyais des choses qui étaient sympas, mais je ne voyais pas quoi faire avec, ou vous allez me dire, là, je vais vous montrer des trucs, je ne sais pas quoi faire avec. Là, je n'ai pas de projet bien défini, mais ça m'a paru plus comme un truc qui me manquait, ou une évidence, un truc que j'avais envie de tester ou d'oser. Donc ça prend du temps, en fait, à maturer, en tout cas chez moi. C'est fini le temps où j'achetais la laine. Non, fais plus ça la dame. Donc ça, je suis très contente d'avoir ce mélange-là. Donc ça, j'ai acheté évidemment une quantité pull. Ensuite, et la raison pour laquelle je suis ravie d'avoir Tineco qui était là, c'est que typiquement, quand vous flashez sur un mohair et soie d'une teinturière, mais que vous ne voulez pas, vous n'avez pas les moyens d'acheter la fingering chez une autre teinturière ou la même, ou inversement, que vous avez la fingering chez une teinturière comme là, mais que vous... Bref, c'est un budget qu'on veut combiner fingering et lace. Eh bien, l'un fait que vous pouvez oser acheter la laine chez l'autre parce que vous savez que la combinaison va vous coûter moins cher et qu'économiquement parlant, ce sera plus viable. Et ben ça peut faire pencher la balance et ça peut faire passer à l'acte de l'achat et surtout se projeter. Parce que parfois, si on n'achète qu'une qualité, on se dit bah ouais, mais je vais en faire quoi avec si je trouve pas la laine qui me va tout de suite. Typiquement, j'ai craqué chez Wouliette pour sa base Doucette, qui est 64% kin mohair et 36% soie. Et qui est de cette couleur-là. Sting. Ce bleu roi, bleu clin, bleu Saint-Laurent, bleu ce qu'on veut, quoi. Bleu qui pète. Eh bien, je voulais avoir la fingering qu'elle est avec. Qu'à cela ne tienne, je suis allée chez Tineco et qu'est-ce que j'ai vu? Déon. J'aurais pas vu ça, qui est la fil Colana, la Alva, qui est 100% alpaga. Je n'aurais pas trouvé ma fingering, je n'aurais peut-être pas pris le mohair et soie. Alors le mohair et soie, bisous à Karine, c'est sa couleur. La couleur qui a été donnée de Karine, voilà, Karine, notre tricoteuse Karine, donc qui s'appelle Miska. Et qui est un bleu splendide. Donc voilà. Alors celui-ci est un peu plus mais en même temps, c'est pas la même matière. Ça, c'est de l'alpaga, ça, c'est du mohair et soie. Donc forcément, il y a de la lumière là-dedans que vous n'avez pas là. Mais les deux combinés ensemble vont être super beaux. Ce que je vais faire exactement, je ne sais pas. J'avais dans l'idée éventuellement de me faire la cumulus. La cumulus, qui est théoriquement, je crois, en double fil mohair, mais rien ne m'empêche de faire comme ça, hein. Enfin, on fait bien ce qu'on veut quand même. En tout cas, un pull vu la couleur qui pète, un modèle assez simple, col V, voilà. Et donc ça, je pense que ça va être vraiment bien. Voilà, ça c'est mon craquage. Donc j'ai pris quantité pull évidemment. Voilà. Donc depuis le temps que je voulais tester la laine de chez Wouliette, ça sera chose faite. Et le dernier craquage que j'ai fait, c'est encore pour une couleur bien tranchée, que je voulais aussi tester depuis longtemps. Donc cette fois, on est chez Madeleine et Philibert. Et ça Mérissoie Yak. Vous savez à quel point j'aime le yak. Il y a 60% mérino, 20% soie et 20% yak. C'est la fingering et le coloris, c'est Île d'Aran. Et attention, vous n'êtes pas prêts non plus. Ce vert, mais ce vert. Alors, évidemment, j'aurais pas parié une seconde que je prendrais. J'adore ce vert, mais je me suis dit non, ça me va pas. Alors, c'est peut-être pas la couleur qui me va le mieux, mais n'empêche que ça me va pas mal. Et surtout, avec le yak, encore une fois, il y a, vous le voyez, comme des espèces d'ombres comme ça, de la profondeur qu'on voit dans le coloris. Et ça, une brillance également. Mais cette profondeur, j'adore, quoi. J'adore. Et ça, je vais le tricoter tout simple, en fil unique, sans mohair et soie avec. Je ne sais absolument pas quel modèle je vais faire. Si vous avez des idées, allez-y. Hein. N'hésitez pas à me donner des idées
Pour l'instant, j'ai franchement pas réfléchi. Mais ce que je sais, c'est que je serais hyper contente d'avoir... voilà. Donc vous comprendrez pourquoi le test, je le fais en gris. Parce que quand on voit là ce que je vais tricoter, un de ces quatre, on se dit qu'effectivement, on n'est pas dans le... on n'est pas dans le neutre, quoi. Hein? Clairement pas. Voilà. Mais ça va être sympa. Ouais. Ça va être très sympa. Donc voilà tout ce que j'ai ramené. C'était pas franchement prévu au niveau du budget. Enfin, ouais, bref. Au niveau du budget. J'ai pas craqué sur des accessoires. Je voulais craquer chez Tessa. On est arrivé le premier jour, le samedi. On a pris notre temps au petit-déj et tout. Le temps de se réveiller tranquillou. Et puis, on a dû arriver vers 11h30, je pense. Quelque chose comme ça. Tessa avait été dévalisée. Je crois que Cécile a sauté sur le sac à projet qu'elle voulait tout de suite, machin. Moi, et les marqueurs, voilà. Moi, le temps que j'arrive, il faut quand même du temps de réflexion. Et puis, comme j'ai pas un budget non plus extensible, ben, c'est comme d'hab, quoi. Je me suis dit que j'allais mettre dans la laine, plutôt dans les accessoires. Et quand j'ai voulu, elle avait des broches magnifiques, super belles et tout, mais il n'y avait plus rien. Le temps que je mûrisse le truc, ben, il n'y avait déjà plus rien. C'est normal, hein. C'est ça, le boulot d'artisan, on fait pas à la chaîne, donc voilà. Mais écoutez, je suis hyper contente de ce festival. Je ne peux que vous recommander, parce que j'imagine qu'il y aura une deuxième session l'année prochaine. Et je ne peux que vous le recommander. En tout cas, ouais, super expérience à tous les niveaux. Beau temps, belle personne, belle rencontre. Voilà, donc moi je vais pas reciter tous les gens que j'ai vus, mais c'était franchement génial, quoi. C'était franchement génial. J'ai l'impression que c'était intense, j'ai l'impression que c'était il y a 6 mois déjà et qu'on a vite envie de remettre ça. Voilà. Écoutez, je vois que le temps s'assombrit. Nous sommes en plein mois de mars avec les giboulées, donc ceci explique peut-être cela. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous aurez fait des découvertes avec ce que je vous ai montré. En tout cas, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne journée, un joli mois de mars. Et puis, j'espère vous revoir quand j'aurai des choses terminées à vous montrer, des encours un peu par-ci par-là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao!